En 2006, cette fois-ci, c'est un objectif qui va faire évoluer mon style photographique. Je trouvais que je cadrais mes insectes trop serrés. Je profitais pas de mes clichés pour mettre suffisamment en valeur le milieu dans lequel ils évoluent, c'est-à-dire les mini-paysages qui voient les insectes voler. Pour cadrer plus serré, enfin moins serré, pardon, il y a une difficulté quand on fait de la photographie rapprochée, c'est que dès qu'on va élargir le cadre, on se retrouve très vite avec des tiges, des brindilles qui attirent le regard. Et c'est pas facile finalement d'avoir une image aérée qui ne soit pas un petit peu fouillie, dans lequel le sujet principal finalement ressorte vraiment. Et j'ai eu l'idée de faire des essais avec un téléobjectif très lumineux, un 200 mm f2. Et dès le premier essai, comme disent certains de mes amis de chez Nikon, il y a des objectifs qu'il ne faut pas essayer, parce qu'on se retrouve vite à vouloir les acheter, même si c'est un peu déraisonnable. Et c'était le cas avec cet objectif-là, puisque un 200 mm f2, c'est pas un objectif donné, c'est un objectif qui pèse 3 kg, donc il est pas facile à manier, il est lourd, il est encombrant, il est exigeant, parce que à pleine ouverture et à courte distance, on a une profondeur de champ extrêmement courte. Mais justement, c'est ça que je cherchais, et avec cet objectif-là et sa profondeur de champ très courte, on obtient des arrière-plans très subtils, très doux, qui laissent le regard finalement se diriger naturellement vers le peu d'objets nets qu'on a dans le plan de mise au point. Et c'est ça qui m'a permis finalement de changer le graphisme de mes images, de cadrer beaucoup plus large et de faire la part belle à ce que j'appelle les mini-paysages dans lesquels les papillons volent. Et c'est ce qu'on retrouve dans mes clichés des années 2006 à 2008, dans lesquels j'ai beaucoup utilisé cet objectif-là. Et c'est grâce à lui que j'ai pu faire les derniers clichés qui illustrent mon premier livre, En vol, que Guy Michel Cognier m'a fait l'honneur de publier lui-même. Et c'est grâce à cette optique-là que mon livre n'est pas uniquement illustré de gros plans, certes intéressants, mais qui sont des fois un petit peu trop focalisés sur l'insecte, pour montrer aussi à quel point la nature dans laquelle vivent ces petits animaux est magnifique. En 2008, après la sortie de mon premier livre, j'ai eu envie de m'intéresser à d'autres insectes. Et il faut reconnaître que le vol ultra rapide des libellules m'a attiré. Je me suis rapidement demandé comment je pourrais réussir à les photographier alors qu'il y a quand même des difficultés d'approche plus importantes qu'avec les papillons que je connaissais bien. D'une part, elles sont sensibles à la présence du photographe. Et puis elles volent souvent au-dessus de l'eau, donc c'est pas facile de les approcher. Et rapidement, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il me fallait un tel objectif plus puissant. Et cette année-là, 2008, c'est aussi l'année à laquelle Nikon a sorti un boîtier qui était une vraie révolution pour les photographes équipés dans cette marque. C'est le Nikon D3, qui était le premier boîtier numérique plein format 24-36 de la marque. Et en même temps, Nikon a sorti un superbe nouveau 400 mm f2.8 qui m'a rapidement fait de l'œil. Et j'ai osé quelque chose que peu de photographes font, hein, puisque j'ai fait l'acquisition de cet objectif pour faire de la proxy photo. Ça paraît un peu fou. D'un point de vue mise en œuvre, ça l'est également. Mais quel rendu d'image en fait. Surtout sur les scènes où on a souvent des situations de contre-jour, hein, au bord de l'eau avec les libellules. La grande ouverture du 400 mm, utilisée en plus à courte distance, ça produit des images magiques. Bien entendu, je cadrais, j'ai continué, comme avec le 200 f2, à cadrer large et à faire la part belle aux ambiances du bord de l'eau, très nombreuses qu'on rencontre quand on photographie les libellules. Et puis, c'est aussi un moment où j'ai appris quelque chose d'autre qui est très important, c'est que je me suis aussi rendu compte qu'il fallait placer beaucoup d'attention dans l'avant-plan, en fait. Très souvent, quand j'ai photographié les libellules, je n'ai pas cherché à avoir un point de vue dégagé entre moi et mon sujet, mais je laissais des végétaux souvent entre le téléobjectif et le sujet. Cela crée un graphisme très sympathique et cela met bien en valeur finalement à quel point la nature est belle. Donc si je peux donner un conseil après pas mal d'années d'utilisation de ces téléobjectifs très lumineux, c'est penser à la lumière, penser au point de vue, mais penser aussi pas simplement à avoir un bel arrière-plan derrière le sujet, mais penser aussi à ce qui est entre vous, entre le photographe, l'appareil et le sujet. Et souvent, l'avant-plan, c'est aussi ça qui va créer le graphisme des images.
2010, mon deuxième livre sort, il s'appelle logiquement Libellule, vous savez pourquoi. Et c'est aussi l'occasion pour moi de passer à autre chose. Et j'ai eu envie finalement de m'intéresser de manière beaucoup plus générale, globale, aux différentes techniques que les insectes ont inventées pour voler. Et il y a énormément de diversité chez les insectes. Et il y a des insectes qui sont plus petits, il y a des insectes qui finalement ont des mouvements encore plus rapides que les libellules. Imaginez par exemple photographier le début du bond d'un criquet, c'est quelque chose d'extrêmement délicat parce que la latence de l'obturateur, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que l'obturateur s'ouvre, n'est plus du tout négligeable face à la vitesse de déplacement des insectes. Pour vous donner un ordre de grandeur, la durée pendant laquelle un obturateur d'un bottier bien nerveux professionnel met pour s'ouvrir, pendant cette durée-là, un criquet au début de son bond va parcourir 5 cm à peu près. Donc imaginez comment on peut photographier un insecte qui est tout petit, qui bondit à cette vitesse-là, avec une profondeur de champ qui va de seulement quelques millimètres, et chercher à obtenir la tête de l'insecte dans le plan net, alors que vous avez une incertitude au moment du déclenchement de plusieurs centimètres. Donc face à cette réalité qui m'a montré que pour photographier certains insectes, il fallait que je résolve cette problématique-là, qui est la durée d'ouverture de l'obturateur, j'ai cherché des solutions. Et une idée m'est venue à l'esprit, qui est tout aussi folle que l'utilisation du 400 mm f2.8 dont je parlais juste avant, qui est le détournement du fonctionnement des appareils moyen format, qui ont un dos amovible. Et ce dos numérique, il peut être piloté de manière autonome. Les marques de matériel moyen format ont développé ce mode de fonctionnement-là pour pouvoir les associer à des chambres grand format. Et en fait, j'ai cherché à trouver une solution pour piloter directement le capteur depuis l'électronique du dos sans passer par un obturateur. Bon, quand j'ai contacté les gens d'Hasselblad, ils m'ont pris vraiment pour un fou. C'est-à-dire qu'il m'a fallu 2 années successives pour obtenir finalement un peu d'écoute du bureau d'études. Et puis, quand j'ai eu la chance de pouvoir contacter un ingénieur qui s'occupe du développement des projets spéciaux pour les photographes. Rapidement, mes photographies de papillons ont fait le tour du bureau d'études à Hasselblad en Suède. Et le patron du bureau d'études m'a demandé de rédiger un cahier des charges. Et rapidement, on s'est retrouvé à parler le même langage. Et quelques mois après, Hasselblad adaptait le fonctionnement du dos pour que je puisse l'utiliser dans mes conditions de prise de vue particulières et pour pouvoir réaliser mes premiers clichés avec des latences au déclenchement de seulement quelques microsecondes. Je me suis mis à pouvoir photographier par exemple des bonds de criquets sans aucune difficulté. Il n'y avait plus finalement dans mes photographies aucune action trop rapide. Mais il faut reconnaître quand même que le matériel est assez encombrant. Ici, j'ai avec moi, alors vous voyez, je souffre un petit peu, le boîtier Hasselblad que j'utilise maintenant, c'est un Hasselblad H6D sensé, comme vous voyez ici. C'est un bon gros bébé qui pèse 2 à 3 kg avec le 120 mm macro, qui correspond ici à peu près un 80 mm macro en 24-36. Le capteur, c'est un capteur 4,5-6 plein format de 100 millions de pixels, mais c'est avec le dos qu'on voit à l'arrière ici du boîtier, qui est pilotable de manière autonome, que je peux prendre des photographies vraiment très rapides d'insectes dans toutes les situations. Mon travail avec le matériel moyen format a abouti à un grand moment, peut-être une de mes plus grandes satisfactions de photographe, puisque j'ai réussi à entraîner mon mentor, Stephen Dalton, le précurseur dont je parlais au début de la vidéo, dans l'aventure de la photographie haute vitesse avec du matériel moyen format. Et nous avons travaillé 2 ans ensemble pour préparer une exposition que nous avons réalisée en commun en novembre 2022 à Montier-en-Der, puisque nous utilisions la moitié de la Halo Blé rien que pour notre expo, et avec des tirages géants, puisqu'on tirait jusqu'à 1,20 m de long, pour montrer toute la beauté des insectes avec des images faites en très haute résolution, puisque déjà à l'époque, en 2012, on avait du matériel qui faisait 40 ou 60 millions de pixels, suivant les boîtiers qu'on utilisait. Et c'était un grand moment pour moi que de pouvoir exposer un travail réalisé en commun avec quelqu'un qui était mon mentor et qui depuis est devenu mon ami.
Mais cette exposition m'a aussi permis de voir quelque chose qui était un peu moins sympa pour moi, c'est que mes photographies, il fallait bien le reconnaître, elles étaient moins nettes que celles de Stephen. À cela, une raison très simple, c'est que dans mes images, il y avait un tout petit peu de flou de bouger. C'était pas très criant, c'était pas évident. Je pense qu'il y a beaucoup de visiteurs qui ne l'ont pas remarqué, mais force est de constater que les images de Stephen étaient plus piquées. Et à cela, une raison toute simple, c'est que, en fait, pour passer au moyen format, il avait modifié ses flashs spéciaux qu'il utilisait depuis presque 30 ans pour avoir des éclairs encore plus courts. Et lui, il travaillait avec des éclairs de 1/60 millième de seconde, là où moi, avec mes flashs Cobra beaucoup plus classiques, je travaillais plutôt au 1/20 millième de seconde. Et cet écart d'un rapport 1 à 3 faisait la différence, et lui, il avait des photos bien nettes et moi pas. C'est pour ça que en 2013, je suis parti à la quête d'une solution plus adaptée à ce que je faisais pour bénéficier finalement de toute la finesse des capteurs moyen format que j'utilisais en ayant des flashs qui auraient un éclair beaucoup plus court tout en gardant un petit peu de puissance, un peu d'énergie. J'ai trouvé pour cela une entreprise en Angleterre qui a bien voulu me fournir des flashs très spéciaux. C'est une entreprise basée à côté de Cambridge qui s'appelle Force Light Lamps, qui fabrique des tubes à éclat sur spécification, et ils ont fabriqué quelques flashs très spéciaux pour les photographes, et j'ai eu l'occasion de bénéficier d'un de ces lots, puisque j'ai fait l'acquisition de 4 flashs à haute tension. Ce sont des flashs qui pèsent 4,5 kg, qui ont une lampe à éclat qui mesure 18 cm de long, et la durée de l'éclair, accrochez-vous bien, elle est de 1/111 millième de seconde, et à 1/111 millième de seconde, on libère encore 27 joules. Ce qui fait que c'est un outil vraiment parfait pour mon usage. Et avec 4 sources de lumière, je peux reproduire la lumière naturelle aussi précisément qu'avec mes flashs Cobra, mais avec un temps de pause qui permet de figer n'importe quelle action, avec des capteurs de la plus haute résolution possible. Aujourd'hui, mon Hasselblad H6D Sensei, qui est le boîtier actuel moyen format dont je dispose, un capteur de 100 millions de pixels, comme son nom l'indique, et avec ces flashs-là, j'en tire la quintessence, c'est-à-dire qu'on arrive à compter les écailles sur les ailes des papillons en plein vol, à voir tous les détails de la membrane d'une aile de libellule, à découvrir les plus fins détails sur la carapace d'un criquet au début de son bond, au moment où il ouvre ses ailes. Et je pourrais vous en parler pendant longtemps, mais c'est l'association du matériel moyen format et des flashs à haute tension qui m'ont permis de franchir un nouveau cap et de photographier la diversité du vol des insectes jusqu'à la publication d'un livre vraiment dédié à la découverte des techniques de vol des insectes que j'ai publié avec Biotop, qui s'appelle Spitflyers.